Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On termine cette semaine sur les chapeaux de roue avec ce NFP donc, qui arrive dans quelques heures, ne pas dire minutes. Difficile évidemment donc de faire le point sur la partie indice américaine. On regardera les niveaux techniques qui peuvent être visités cet après-midi avec la volatilité qui est attendue sur ce catalyseur. Marché tendu, peu de liquidité évidemment avant le catalyseur. Le pognon va revenir quand le chiffre sera sorti. Encore une fois, qu'il soit bon ou mauvais, on s'en cogne. Tout ce qui importe, c'est ce que le marché en fera et surtout la clôture qu'on pourra avoir ce soir. Donc ne vous faites surtout pas avoir. Rappelez-vous que dans une journée américaine, le volume s'expose en général à deux moments de la journée, trois moments spécifiques. L'ouverture pendant un quart d'heure, ensuite il y a la clôture européenne, donc à 17h30, et surtout la clôture. C'est souvent en clôture qu'il y a le plus de volume à Wall Street. Donc c'est la clôture qui est importante. Attention à ne pas vous faire avoir, mais notez donc ces 3 points charniers. Et aujourd'hui, on y ajoute donc 14h30, puisque même hors marché cash ouvert, les futurs le sont, et évidemment les opérateurs iront se couvrir sur les marchés futurs. Donc il y aura aujourd'hui 4 moments clés dans la session à Wall Street. Il faudra voir donc quel est le prix qui est coté pendant le quart d'heure qui suivra le NFP, quel est le prix qui est codé pendant le quart d'heure qui suivra l'ouverture à Wall Street, et quel sera le prix un quart d'heure après la clôture européenne, on va dire de 15h, de 17h20 à 17h35, donc le quart d'heure qui précède le fixing européen, et évidemment le quart d'heure qui précédera la fermeture des marchés US avant le week-end. On verra tout ça après. Ça n'intéresse pas les cryptomaniaques, donc de toute façon, on reparlera de tout ça juste après quand on fera le point sur les indices. Donc sur partie crypto-monnaie, ça va être vite flushé aujourd'hui, pas de grande nouveauté. On attaque le week-end sous une résistance. J'envisage bien évidemment que, comme à son habitude, le Bitcoin s'affranchira de cette résistance pendant le week-end. Donc je m'attends à ce qu'on termine la semaine à peu près par là, que ce week-end on aille chercher la résistance, puis qu'évidemment on revienne clôturer à l'équilibre probablement dimanche. Donc je dirais on va rester probablement dans ce canal, donc retour au haut de canal, test du support et en clôture plus ou moins proche du prix du cours d'ouverture. Doji comme attendu, et voilà, je vois rien de grand chose de plus à faire. L'Ether a un peu de place aussi au nord, donc je vois pas pourquoi on passerait pas cette petite résistance. On voit bien les doubles signaux bullish, mais on voit qu'on se dirige pas vers les supports, c'est qu'on va s'attendre très probablement, pouf, à un report du cycle. Donc on devrait avoir une nouvelle accélération Ether, IOTA et probablement Bitcoin pendant le week-end, mais je m'attends pas à bien au-delà de ça. On passe sur ce qui m'intéresse, voilà, les indices. Donc aujourd'hui, c'est là que tout se joue sur la partie indicielle. On va identifier les gros niveaux que le marché peut aller visiter. Pour moi, il y en a deux qui sont très clairs. Celui-là qui peut être fait en excès. Pour moi, le marché reste baissier. Encore une fois, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a aucun signal qui permette d'acheter. Maintenant, bon, voilà, vendre, oui, mais quand ça ne veut pas baisser, c'est soit aujourd'hui, c'est le catalyseur qui déclenche, et je vous l'ai dit, si on déclenche les baisses, on est parti pour 15 à 20%, enfin 10 à 15% de baisse. Maintenant, si ça ne veut pas déclencher, encore une fois, il ne faudra pas lutter contre Wall Street. Wall Street, ça fait des mois qu'ils font n'importe quoi. Pourquoi on n'en rajouterait pas encore un mois de hausse débile ? Évidemment, tout ça devra se payer tôt ou tard, et plus la décorrélation, on n'est pas dans un marché normal côté américain. Voilà, ils sont imperméables à tout ce qui se passe. Les autres marchés baissent, eux, ils baissent pas. Enfin voilà, faut arrêter. Donc il y a une distorsion de marché claire et évidente, ce qui profite au marché américain. Comme je vous l'ai toujours dit, dès qu'il y a distorsion, il y a toujours derrière recorrélation qui se met en place et on revient par rapport aux autres marchés. Donc soit Wall Street va se prendre une grosse patate dans la gueule d'un coup, et ça va leur faire tout drôle, et je pense toujours que c'est le scénario. Soit Wall Street continue dans la connerie, mais malheureusement, plus on s'enfonce, plus derrière, il faudra payer cher. Bref, donc en tout cas, je rappelle toujours le schéma dans lequel je suis. En daily, tout est vendeur. On a des signaux extrêmement dangereux. Tiens, d'ailleurs, aujourd'hui, on va répondre à une question que j'ai reçue hier. Tiens, on va voir s'il y a un indicateur qui fait ça, d'ailleurs. Ah ouais, cool. Bon, on va utiliser ça. Alors, on va aller en daily, donc sur le S&P 500. On va voir ce que nous donne cet indicateur magique. Alors déjà, si, il marche. OK. Oui, effectivement, là, on est pas mal. Alors, c'est plutôt en weekly, normalement, qu'il faut regarder les omens. Voilà. Alors, on va voir s'il détecte un omen ici. Normalement, il y en a un.
Ok, il le détecte bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'Hindenburg Omen? Parce que j'en avais donc déjà parlé, ça fait partie du scénario qui me fait vendre les indices américains pour l'instant. Déjà pour une phase de retournement de tendance, c'est-à-dire on installe un range, puis on sortira de ce range par le bas ensuite. C'est une des choses qui m'invite toujours à penser que malgré le fait que les opérateurs soient tous ultra bull, que le consensus soit ultra bull, pour moi les signaux sont bear et j'ai surtout cette Hindenburg Omen qui est donc une pattern qui a pour but généralement de repérer les distorsions de marché entre les composants de l'indice S&P 500. Donc je vous invite à aller sur Google, regarder quelles sont les étapes de la pattern. Donc on regarde le nombre d'actifs qui ont fait un plus haut sur 52 semaines, ceux qui ont fait un plus bas, voilà, enfin, il y a plein de choses à regarder, les moyennes de prix. Voilà. En gros, ce qu'on veut, c'est un indice qui monte de façon déstructurée, c'est-à-dire une concentration des capitaux. Certains actifs font monter l'indice, mais au final, beaucoup d'actifs ont pris très très cher. C'est ça qu'on veut voir. Voilà. Et donc on est en plein dans ce schéma-là. Alors comme vous le voyez, cette pattern-là, elle est vouée à déterminer les cracks. Vous voyez qu'elle a bien trouvé le crack de 2008. Par contre, une pattern, encore une fois, rien n'est parfait. Il faut savoir que l'Hindenburg Omen, vous le recherchez que quand on est dans la plage de fin d'un cycle économique, c'est-à-dire 7 à 12 ans de croissance. Donc tout ça, évidemment, tous ces omens-là, on n'en a strictement rien à foutre, parce qu'ils se produisent tout en milieu du cycle de croissance, aucun espèce d'intérêt. Celui-là, par contre, oui, effectivement, là, grosse poussée, gros excès de marché, et omen. Et là, on se dit, merde, putain, excès de marché, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la structure qui compose l'indice peut être trompeuse. Voilà. En gros, c'est ça que ça veut dire l'Hindenburg Omen, c'est que ça veut dire, en gros, vous avez des indices qui montent, qui vous laissent à penser que c'est toujours haussier, que la tendance est toujours là. Par contre, si on regarde bien à l'intérieur de la composition de l'indice, en fait, on voit des décorrélations fortes, et malheureusement, généralement, c'est signal, quand ça arrive en fin de cycle économique, qu'au final, on a poussé un peu trop fort, qu'on est en train de faire croire tout monts et merveilles aux investisseurs, alors qu'en fait, on va probablement vendre. Tout simplement. Donc voilà pourquoi moi je pense Hindenburg Omen. Mais je vous rappelle encore une fois qu'un crack, soit c'est une bulle spéculative, bon ça c'est possible, c'est assimilable à une bulle spéculative ce qu'on a fait l'année dernière, ce qui fait qu'on pourrait très bien effectivement se retourner en V-top, c'est-à-dire passer de tendance haussière à tendance baissière et on ne fait pas de range. Maintenant, moi je trouve que ça pour une bulle, c'est pas suffisant, voilà, c'est une phase un peu d'excès, je pense. Je pense qu'on est en bulle sur cette phase de marché. Voilà, celle qui a fait Donald Trump, la fin c'est une bulle. Maintenant, est-ce qu'on est réellement dans une bulle spéculative sur tout le cycle économique? Je dirais quand même que non. C'est pour ça que je pense que quand même on va trouver des supports ici, qu'on remontera, probablement pas pour faire un nouveau sommet historique, mais qu'on remontera en tout cas, et qu'éventuellement derrière, après on partira en bear market si les éléments macro se dégradent comme on commence à les pressentir. D'accord? Il faut bien comprendre ça. On pressentit que là, il y a un gros risque. Donc, normalement, les portefeuilles doivent s'ajuster à ce risque. Et évidemment, derrière, on verra si la réalité se dégrade. Et à ce moment-là seulement, le marché entrera en bear market. Voilà. Que les choses soient bien claires, je ne suis pas un permabère du tout. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, il faut carrément arrêter les tendances. On n'est plus du tout dans ce type de schéma-là. Et l'Hindenburg Omen est une pattern qui invite à la prudence, clairement à la prudence. Au mieux, on est en range. Au pire, on est en train de basculer en tendance baissière. Mais on n'est plus en tendance haussière, c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Voilà, l'Hindenburg Omen, il dit qu'ici il faut au moins ranger et que c'est pas en quelques semaines de petites baisses comme ça qu'on va purger probablement toute la structure de décorrélation que traduit l'Hindenburg Omen. Voilà, donc ça c'était pour répondre à la question qu'on m'avait posée. Donc qu'est-ce que c'est que l'Hindenburg Omen? Et voilà, ça fait partie donc des choses que je vends, qui font que je suis vendeur des indices américains. Les autres choses qui font que je vends, c'est très simple, c'est le fait que tous les signaux sont rouges. Je veux dire, là je suis désolé, autant ici c'était encore bullish, autant maintenant il n'y a plus que du rouge. C'est bear, tentative de break, rebear, au bout d'un moment on va y passer, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, sans signaux acheteurs, on va démonter du support. Moi, je pense que c'est ça le mouvement du moment. Il y a plusieurs autres éléments. Regardez encore en weekly. Si on revient ici, regardez où on est sine wave. Hop là, sine wave, il fait quoi? Boum. Il commence à arriver en zone de renversement baissier, c'est-à-dire il est en fin de cycle haussier. On n'a toujours pas franchi de résistance en hebdo. Le momentum, là, si on repart à la baisse, il est baissier. Regardez l'oscillateur momentum. Il a terminé une oscillation haussière. C'est-à-dire que là, on est prêt à repartir à la baisse. À tout moment, là, dès que ça renchaîne la baisse, c'est prix momentum baissier, avec un momentum très 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 baissier, très très faible, c'est-à-dire que là on n'ira plus bas que ça. On va survendre le marché. Survendre, ça veut dire qu'on casse des supports, je vous le dis direct. Donc ça veut dire que celui-là il cède et qu'on va probablement chercher au minimum celui-là, et si on veut pousser plus loin avec un excès, celui-là qui me semble totalement atteignable.
Je vois difficilement comment on pourra aller chercher celui-ci. Il va de soi que si celui-là on va le chercher, j'achèterai le marché. Hein, voilà. Évidemment, si les macros ne sont pas complètement en train de virer bear market. Hein, mais ici, je pense que des achats sont intéressants. Comme je vous dis, toujours jouer du range. Donc ceux qui m'appellent perma-bear, encore une fois, que dalle. Vous êtes juste stupide de penser ça. Moi, je suis juste un trader. Je pense qu'ici, il faut vendre. Je pense que par là, il faudra racheter éventuellement sous condition. Enfin, évidemment, quand on y sera. Il faudra voir quel est le contexte quand on y sera. Mais pour l'instant, moi, je pense qu'ici, ça reste une zone qui est intéressante pour des petits achats de range, pas des achats de tendance. Hein. Voilà. En fait, regardez, je vais même vous donner. Voilà. Théoriquement, vous dites que ça, c'est un range. Voilà. Donc là, on est en plein dans la zone rouge. Et normalement, ici, on vend, boum, on traverse la zone à nœud là-dedans. On traverse tout ça. Normalement, on fait, rappelez-vous, TP1 à 61% de retracement. Donc normalement, on doit avoir un TP1 ici, si on respecte la stratégie nœud. C'est-à-dire que normalement, je ne dois même pas trader ma target 1, je dois trader ma target 1 là. Et normalement, je dois trader donc ma target max. Putain, je vais y arriver du coup. Voilà. Normalement, si je respecte la stratégie de trading en range, voilà ce que je dois faire. Target 1, 50%, target max, et ici, normalement, je dois acheter. Comme moi, le support, je le vois plutôt par là, effectivement, c'est vraiment dans cette zone-là, moi, que je pense qu'il faut acheter. Voilà. Mais honnêtement, je pense qu'il y a une entrée qui est totalement justifiable vers ces zones de prix, dans une zone de trading de nœud, hein, pur et dur. Dernier signal acheteur, dernier signal vendeur. Ici, on a une tentative de hausse, formation de bulle, on peut avoir un crack qui corrige cette phase ascendante, tout simplement. Et on vient ici, et après, on reviendra à l'équilibre, et puis on verra comment on sort de ce range. Si on en sort par le bas, derrière, c'est fin de la partie, c'est Lindenburg-Omen qui l'emporte, et on part en bear market. Et derrière, on ira casser les supports majeurs, donc ceux-là, puis on ira chercher peut-être cette zone-là en support. 1006, 1007, voilà, moi il me semble que par là, on ira difficilement plus bas que ces trucs-là sur le S&P 500 derrière. Voilà. Donc évidemment, aujourd'hui, le NFP est capital. Regardez la clôture weekly. Donc il faut faire attention avec ce qui s'est produit aujourd'hui. C'est-à-dire que là, il y a deux solutions. Soit aujourd'hui, on bouge haussier, mais alors il ne faut pas clôturer au-dessus de ça. Option numéro 2, baissier. Option numéro 3 serait qu'il ne se passe rien, c'est-à-dire on va un peu au-dessus, on va un peu en dessous en clôture comme ça. Je pense que ça, ce sera baissier, dans la mesure où on a cassé par le bas le chandelier précédent, qui était déjà un doji mèche haute. On a créé un doji mèche basse, mais vous voyez que l'amplitude de la mèche basse est bien plus grosse, ce qui me laisse à penser que dans le rapport de force, les bears ont la main. Mais encore une fois, il va falloir rattaquer le bas de ce chandelier pour pouvoir confirmer ça. Donc pour être vraiment bear, il faut revenir attaquer le bas du chandelier. Si on revient attaquer le bas du chandelier, les bears gagnent carrément. C'est-à-dire que si aujourd'hui le NFP nous ramène ici, c'est game over. Ça veut dire que la clôture weekly se fait en bas, la semaine prochaine sera baissière et on les enquillera toutes les unes derrière les autres. Honnêtement, je préfère être franc. Pour moi, la semaine prochaine, si on clôture en bas, là, cette semaine, c'est game over. C'est-à-dire les acheteurs vont lâcher la main. On est dans un cycle bear avec un momentum baissier. Honnêtement, je ne vois pas de raison à ce que ce marché n'enquille pas des baisses derrière si on commence à chuter sur le NFP. Voilà. Maintenant, il faut être conscient aussi que, voilà, moi, d'un point de vue stratégique, si vous voulez, si je viens en 2 heures, sur les graphiques que je regarde habituellement et sur lesquels je trade, il n'y a pas de signaux qui me permettent de vendre très agressivement. Encore une fois, il n'y a rien. Là, c'est juste, il ne se passe que dalle. On a breaké le range, on a trouvé un support, et on réintègre le range, mais on n'en a pas dépassé les 50%. C'est-à-dire que ici, vous dites que si vous prenez cette zone-là comme étant le range, d'accord, prenez la grosse zone ici, voilà, vous dites ça c'est un range. Okay, vous dites où est 50% du range, c'est là. Vous voyez que pour l'instant, on n'arrive pas à dépasser ça. Si le NFP permet de dépasser ça, je pense qu'on en sortira par le haut. Hein. Pour aller chercher, soit l'excès ici sur la zone 2760, et si j'ai un signal, je le revends. Si on n'arrive pas à venir chercher cette zone-là, qu'on est déjà en train de renverser bear, retour par le bas, deuxième extraction baissière de la chose, là on passe en tendance baissière. Vu la durée de l'accumulation, autant vous dire que ça, ce sera un range de renversement de tendance. On en est sorti une fois, si on revient, et j'ai même envie de dire que si on revient chercher 2006, si on repasse sous 2007, c'est terminé pour les acheteurs. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce revenir-là, le NFP catalysera probablement la baisse, et là derrière, on repasse sous le plus gros d'ouverture annuelle, on referme les gaps, puis je vous dis dessous, après, tous les supports seront probablement vendus. C'est-à-dire des étapes, hein. On vient, on remonte un peu, on casse, on revient, on remonte un peu, on casse, voilà. Tous les niveaux sur lesquels, moi, pour ma part, je renforcerai les ventes sur les indices américains. Je reste vendeur pour les raisons que vous connaissez. Pour moi, le VIX ne peut plus baisser. Le gold demande à être acheté. Le dollar, bon, on s'en fout de toute façon. Les Américains ne tradent plus par rapport au dollar. Enfin, de toute façon, les Américains ne tradent plus par rapport à rien du tout depuis des mois. Hein. Ils sont complètement décorrélés de tout ce qui se passe.
Donc voilà, un jour ça va leur péter à la gueule, un jour on va regarder ce qui ne va pas chez eux, et Dieu sait qu'il y en a quand même des choses qui ne vont pas, c'est juste qu'on se focalise sur ce qui va bien. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Aujourd'hui, il y a 2 catalyseurs. Il y en a un à 16 heures aussi, qui pourrait aider à bouger, mais je pense que traditionnellement, c'est le NFP quand même qui génère le plus de volatilité. Donc attendez-vous à ce que donc à 14h30 ça bouge, à 15h30 ça bouge, à 17h30 ça bouge, et à 21h55 ça bouge. Sur la partie indice européen, moi je ne regarde pas le DAX, je regarde l'Eurostoxx 50. On est bien sur une phase de latéralisation. On a eu le TP, maintenant, bon, pas confirmé spécialement momentum, je ne considère pas ça comme étant une divergence puisqu'on a donc traité le même niveau de support à chaque fois. Donc je pense qu'on est en train de latéraliser, qu'on est en train de former un porte-voix, c'est-à-dire ça et ça. Voilà, donc une structure biseau d'élargissement. Malheureusement, je pense que c'est une structure qui permettra la continuation de la tendance en cours. Donc à surveiller sur ce truc-là, je ne crois pas du tout que cette pattern de TP soit en une fin de tendance. Je crois malheureusement qu'on va s'installer bien plus bas que ça sur l'Eurostoxx 50. Autrement dit, là, considérez ça comme une zone de trading de nœuds. On est en plein milieu, c'est là où il ne faut pas trader. Moi, j'ai bien vendu le haut. Je pense que cette tendance a encore largement de quoi s'exprimer. Je vais tout simplement vous faire un dézoomé aussi sur l'Eurostoxx 50. Je pense que ça vous remettra les idées en place. Voilà, quand vous avez un truc pareil, est-ce que vous avez envie d'acheter, honnêtement en daily, on est en train de faire des creux et sommets descendants. On a un marché qui donne que des signaux vendeurs. On est juste survendu, voilà. Mais survendu dans une tendance baissière, on va probablement plus bas. Voilà. Donc là, je pense qu'on fait rentrer des acheteurs. Encore une fois, monts et merveilles, tout va bien dans le marché, acheter, acheter, acheter. Au final, rien ne va bien, il faut bien se le dire. Les prix le montrent encore plus sur la partie européenne et notamment sur la partie Eurostoxx 50. Moi, je pense que ce marché est d'ores et déjà en train de basculer dans le range qui précédera un bear market. C'est-à-dire que là, voilà, on est dans la structure. Pour moi, l'Eurostoxx 50, il vient là, hop, et puis bam, il revient ici. Et là, autant vous dire qu'ici, il n'y en aura plus beaucoup pour vous parler de tendance haussière. Et ici, évidemment, après, on verra ce qu'il en est. Mais pour moi, l'Eurostoxx 50, ça se dirige vraiment vers des choses pas très très bonnes dans les mois à venir. Évidemment, tout dépend le contexte des marchés américains. Mais vous voyez, ça ne nous amène pas non plus sur un truc de ouf. Ça fait 12% de baisse. C'est-à-dire la même chose que les marchés américains. Mais le truc, c'est que graphiquement, ça installe quelque chose que les tendancieux, c'est-à-dire les permaboules, ne vont pas franchement apprécier. Et ils vont être obligés de dire « Ah, il n'y a plus de tendance haussière, merde. » Voilà. Mais comme d'hab, c'est le boulot des spéculateurs de s'en rendre compte avant les analystes. Mais voilà. Allez, encore une fois, on sort de cette vieille guéguerre de 100 ans. Qui a raison, analyste, trader. Encore une fois, nous, on prend du risque. Donc, on peut se planter. Moi, je ne critique pas les analystes. C'est bien 2 métiers différents. Et chacun se respecte. Point barre. Le JPN, je reste vendeur. Même chose, là aussi, je pense qu'on va commencer à installer des creux et sommets descendants. Probablement casser un petit support. Donc moi, je m'attends peut-être à une vague A. Du coup, ici, même chose. Vous voyez qu'en termes d'amplitude de prix, ça fait des 10-15% de moins pour tout le monde. Certains restent dans des structures simplement consolidantes avec des ascendants, enfin avec un biais quand même toujours ascendant. C'est-à-dire qu'avant de dégrader les tendances, ce ne sera pas pour tout de suite. Par exemple, sur la partie JPN. Il y en a d'autres sur lesquels je pense que la dégradation pourra être beaucoup, beaucoup plus nette. C'est par exemple le FTSE. Là, on est bien sur le biseau d'élargissement, pile poil dans la fin de tendance. Ce truc-là, je pense que lui, quand il va tomber, il ne va pas prendre 15%. Lui, il va en prendre un bon 20%. Donc, je m'attends à ce que le FTSE soit celui qui prenne le plus cher dans les prochains mois. Maintenant, on verra pour l'instant en weekly. Vous voyez que ça ne veut pas, ça tergiverse. Donc, il faudra la semaine prochaine que le FTSE rattaque la mèche basse de ce chandelier. Si tel est le cas, vous voyez, là ça fait une petite mèche basse, mais vous ne voyez pas de structure de renversement dans les chandeliers. Encore une fois, c'est juste qu'on a un momentum qui a bien chuté, après un momentum complètement stupidement haussier. Donc je m'attends effectivement à ce qu'un truc comme ça la semaine prochaine, bam, on rattaque la mèche, on enfonce un peu plus, on vient chercher ce support, mais qui est un support médian. Donc encore une fois, la médiane dans un biseau d'élargissement, on ne la traite pas. Donc ici, il y aura probablement juste une petite pause, latéralisation, et bam, et derrière on enquille, et c'est là évidemment que je récupérerai un max de gains. Pour le Hang Seng, voilà, no comment. De toute façon, on continue dans la connerie ambulante. À chaque fois qu'on arrive sur les supports, comme par magie, de l'argent arrive, Dieu donne ses où, qui permet d'éviter les franchissements de support. C'est-à-dire que, comme toujours, quand vous arrivez sur un support, vous avez quand même des spéculateurs qui
qui essaie de passer à travers. Et puis là, vous avez toujours, comme par hasard, le montant suffisant pour que ça ne marche pas. Donc évidemment, avec le temps, les spéculateurs arrêtent de vendre les supports. Donc on va voir un peu ce truc-là. Moi, je m'attends à ce qu'au bout d'un moment, la belle mécanique saute complètement. Voilà, ça déraille. Et puis à partir de là, on commence à regarder ce qui ne va pas, et puis tout le monde s'emballe, et tout le monde fait la même chose. Enfin, vous connaissez le principe. On va passer donc probablement dans un marché de panique, donc des sell-off. Moi, je pense qu'il faut s'attendre à ça dans les prochains jours. Maintenant, encore une fois, si ça ne se produit pas, il ne faut pas lutter. Le gold, je m'attends à ce que mécaniquement, si on a des sell-off, le gold va probablement exploser en valeur refuge. Maintenant, bon, là on est dans le même schéma, c'est-à-dire que comme je vous disais tout à l'heure, ça, soit c'est un range de retournement de tendance, mais moi ce qui me gêne, c'est que normalement on doit aller au-dessus de ça. Normalement il faut, pour faire une structure ABC, le point C doit obligatoirement aller au-dessus du point A. Donc c'est pas possible en fait qu'on s'arrête là. En plus, ce n'est qu'un TP, ce qui me laisse à penser que théoriquement, on va remettre une petite hausse, sans pour autant que le marché soit haussier. Encore une fois, un TP, ça veut juste dire qu'il n'y a plus d'acheteurs, mais il n'y a pas spécialement de vendeurs. Pour moi, les vendeurs attendent là. Donc au bout d'un moment, pas d'acheteurs, pas de vendeurs, on finira par y aller. Il faut juste trouver une raison, en fait. Au stade d'aujourd'hui, je pense que c'est le marché, il a juste besoin de se trouver une raison. Voilà. Le momentum est divergent caché, vous voyez qu'on est bien en train de faire un nouveau plus bas, on prépare un squeeze, on est toujours au-dessus des supports, c'est-à-dire que là, toute réactivation haussière, c'est un décollage du gold. Je vous avais prévenu de cette structure, bougie baissière, bougie de stabilisation, à ce qu'il n'y ait pas de bougie haussière, je pense que c'est ce qui nous pend au nez. Maintenant, pour l'instant, je pense que toujours patience, ils essaient de nous la mettre à l'envers côté américain. Moi, j'ai bien payé ce support jusqu'à preuve du contraire. Je tiens ce trade. Maintenant, je veux voir cette résistance sauter. Elle avait été identifiée d'ores et déjà. Et pour l'instant, vous voyez qu'on bute dessus. Voilà. Ça bute. Et on a même un TP. Non validé au momentum, mais on a bien une structure de take profit. Là, j'ai vraiment envie de dire que c'est le pire des scénarios. TP sine wave contre TP acheteur momentum. Donc là, c'est du pur trading à con, du pur range. Donc là, il ne faut rien faire dans ce type de marché-là. Être patient, élargir un peu ses stops. Et laisser faire le marché. Voilà, on a un catalyseur volatile aujourd'hui, soit il permet de franchir les résistances sur le gold, soit il permet de franchir les supports pour aller chercher éventuellement des prix d'achat plus attractifs. Si cette zone-là ne répond pas à l'achat, il va de soi qu'il faut déclencher des stop-loss, éventuellement acheter plus bas. Voilà. Qu'est-ce que d'autre? L'US Oil, à la limite, on peut en faire un petit point rapide, mais je pense que voilà, théoriquement, une structure qui nécessite encore un peu de conso, mais qui devrait potentiellement aller chercher le support inférieur. Donc ici à 65,32, je pense que ici pour un vendeur, il faut quand même commencer à alléger la machine. Donc ici en cas de TP, confirmé momentum, on sort les ventes sur le pétrole et on attendra donc un retour sur la zone de vente ici. Maintenant, soyez conscient qu'ici on rentre déjà dans la zone de nœud, donc si ça vient ici et qu'il n'y a pas de signaux, attendre qu'on traverse la zone de nœud. Zone de nœud qui se tire de là à là, et dans ce cas-là, attendez plutôt le support à 63,26 pour tirer vos gains, sauf s'il y a un signal ici. S'il y a un signal ici, il faut gérer le risque, même si on est dans une potentielle zone de trading nœud. En tout cas, au moins prendre 50%. À la limite, vous gardez le reste ici, mais ici, il faut quand même prendre un profit partiel, je pense, sur ce genre de trade. Sur la partie dollar, évidemment, donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc un dollar qui pourrait retourner à la baisse. Encore une fois, comment vont y réagir les indices? C'est une grande question. Moi, je pense que le catalyseur sera baissier de dollar pour les raisons que je vous avais évoquées, c'est-à-dire qu'on est bien dans le schéma que j'avais anticipé. Encore une fois, je ne suis pas maître du timing. Donc moi, mon TP1 a été fait l'autre jour sur le dollar. Je m'attends donc à ce qu'on ait notre phase de conso ici qui se termine. Donc vous voyez, on est en train de la faire, et derrière, je m'attends à ce qu'on rattaque donc une deuxième phase de baisse pour aller chercher dans un premier temps ce support, éventuellement le support inférieur. Le dollar reste quand même un actif haussier, donc attention à ne pas non plus passer ultra berbère, et tout. Voilà, donc on est surtout pour l'instant dans des structures de type retracement. Ici, il y aura éventuellement des recherches d'achat. Alors non, évidemment, le code, c'est pas ça. On va utiliser ça. Donc ici, sous condition de signal, voilà, c'est-à-dire c'est pas mettre d'ordre conditionnel. Il faut vraiment qu'il y ait un signal sur ces zones de prix. Je dirais là et là. Et par contre, pour un vendeur, ne pas viser plus loin, évidemment, que le premier support. Donc un 38% de retracement, c'est ce que ça semble donc orchestré pour l'instant sur la partie dollar. Sur la partie indice et actions, encore évidemment, donc toujours la même chose. L'euro-yen, ça retrace, mais lui, je vais lui recartoucher bientôt. On reste dans une structure baissière, je vous le rappelle.
Donc là, on a bien tiré combien? Donc on a fait quasiment 161 de la vague 1. Donc on est bien dans le schéma. On cherche donc une vague 4, non overlap vague 1, donc proche de cette zone-là, proche de la résistance précédente qu'on a donc ici. D'accord? Donc on a cette belle résistance, on chope toutes les mèches. Voilà la résistance. Donc là-dedans, condition, signal, sous condition de signal, short qui peut... Non, je déconne, hein, mais voilà, en tout cas un short à prendre. Je vois bien une première phase d'accélération haussière. Ici, soit on est toujours dans la phase consolidante, soit on est déjà dans la deuxième phase d'impulsion haussière. Je pense qu'on peut mettre un stop loss sur cette position en cas d'overlap vague 1. Donc ça nous fait ici pour l'invalidation. Voilà. Donc je dirais un stop loss à gérer par là. On est bien toujours dans un beau marché bien bear. On va essayer de tracer donc notre canal 1,3 au sommet de la 2. Voilà. Ok. Voilà. Donc là théoriquement, donc c'est à peu près par là, effectivement, vous voyez en termes de timing. Donc la résistance, le canal, c'est plutôt par là, donc dans cette zone-là, effectivement, que se trouve le cluster technique pour retenter des petites shorts euro-yen. Donc vous voyez hein, ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est probablement encore une fois le yen qui va tirer cette fois. L'euro a bien tiré dans la partie euro-yen. Je pense que finalement, tôt ou tard, le yen va arriver. C'est probablement lui qui catalysera la vague 5 baissière qui pourrait donc nous amener vers ces zones target un peu plus bas. Donc évidemment, encore un truc qui corrobore des décrochages à venir sur les indices, je pense, et recherche de valeurs refuge type gold, yen, franc suisse, enfin tout ce que vous connaissez. Donc on voit toujours que l'US Oil est probablement en conso. Ça semble confirmer la même chose. Donc voilà toutes les choses qui sont, je pense, à prendre en compte dans les prochains jours. Donc une tendance qui devrait s'initier peut-être avec le NFP. Ça semble prendre la direction d'une tendance baissière. Voilà aussi un autre élément. Nous y voilà. Nous sommes à 2% sur le marché repo, ce qui veut dire que tout retour aujourd'hui sur les supports ne sera pas acheté par les spéculateurs. Donc c'est terminé, c'est game over. Les acheteurs ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Maintenant, le repo, c'est-à-dire les taux d'emprunt à très court terme, coûte trop cher pour financer la spéculation. Je pense donc qu'il est temps de déclencher les positions en vente des supports qui pourraient se présenter sous nos pieds. Voilà. Je pense avoir fait la conclusion. Encore une fois, ce ne sont que des arguments techniques. Je n'invente pas ma vision de marché. Lindenburg-Omen, ce n'est pas moi qui l'invente. Les taux repo, ce ne sont pas moi qui les invente. La tension sur les taux américains, ce ne sont pas moi qui les invente. La guerre commerciale, ce n'est pas moi qui l'invente. Le marché n'a plus aucune raison d'acheter aujourd'hui. Je pense qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour retenir la vague. Elle devrait arriver, je pense, dans les prochains jours. Maintenant, je répète encore et toujours, c'est un scénario spéculatif. C'est-à-dire que si le marché vous prouve le contraire, il ne faut pas vous accrocher aux ventes. Alors évidemment, j'allais encore oublier la séance de questions. Donc on va y répondre. Merci pour la revue d'NVIDIA. Alors oui, effectivement, il faut qu'on parle NVIDIA. Donc voilà, NVIDIA qui commence à donner des signaux très inquiétants. Donc si on devait échouer aujourd'hui sur NVIDIA, je pense qu'on pourra donc sans grand problème valider une structure de retournement, c'est-à-dire des creux sommets descendants. Dans ce cas-là, évidemment, on aurait le retournement escompté. Moi, pour l'instant, NVIDIA, je reste vendeur, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de question à ce niveau-là. Maintenant, je veux voir la structure de prix s'essouffler. On a bien clôturé le gap. Mais il ne faut pas évidemment qu'on bascule aujourd'hui au-dessus. Donc pour l'instant, moi, NVIDIA, je reste tranquille, mais prudent. Voilà. Pour ma partie revue sur NVIDIA, pourrais-tu nous commenter graphiquement le Cardano? Pour moi, oui, tous. Si tu me dis c'est indexé BTC, je n'ai pas besoin de te faire l'analyse. Pour moi, BTC, ça va plus bas. De quoi tu parles? Pour le BTC, je pense. Oui, évidemment, hein, ça reste tout à fait dans le scénario que je vous ai dit. Moi. Je vous ai dit des TP, ça veut dire quoi généralement? Les patterns TP, ça veut dire que les opposants sortent. Donc évidemment, je pense qu'il y a des acheteurs spéculatifs sur le support, et je vous ai dit que c'était possible de faire des achats spéculatifs, mais que ça restait des TP, c'est-à-dire que pour l'instant, le volume qui est exécuté, c'est majoritairement les vendeurs, effectivement, qui ont pris des profits. Enfin, je pense. En tout cas, encore une fois, on ne sait jamais réellement, mais on est obligé de faire ces approximations, puisque c'est comme ça qu'on fait pour le trader. Peut-on activer une alerte d'un max d'action?
remonter des signaux comme exit, TP, break. Oui, alors je te laisse aller poser la question sur Discord. On te donnera la réponse à cette question. Sinon, tu recherches parmi les vidéos qui ont été postées, il y en a une qui t'explique comment créer des alertes. On est dans une stabilisation au niveau des cryptos. Donc si je reprends ton analyse, on se rend compte qu'on a les mêmes mouvements, mais une période plus courte. Je pense donc que les plus bas ont été atteints. Non, moi je ne pense pas. Maintenant, on peut penser deux choses différentes. Encore une fois, c'est pas grave. Ce qui est important dans le trading, c'est de comprendre que on ne maîtrise jamais rien. La seule chose qu'on peut essayer de maîtriser, c'est la réduction de son risque, c'est-à-dire se positionner déjà quand vous avez votre timing, c'est-à-dire quand c'est un timing acheteur, donc les cycles, et se positionner quand le momentum n'est pas trop agressivement contre vous, c'est pro-momentum. Moi, c'est comme ça que je raisonne, c'est aussi simple que ça, c'est ça qui me permet de limiter mon risque quand je prends mon trade. Et évidemment, il y a l'étape 1 et l'étape 2 de la stratégie à faire avant pour être sûr que vous tradez un prix qui a quand même une importance. Voilà. L'étape 1, son rôle, c'est surtout que vous ne soyez pas en train de trader contre une tendance. Voilà. C'est-à-dire de savoir dans quel contexte vous êtes. Ensuite, le cadre technique, c'est pour enlever 80% des prix qui sont inintéressants. Et enfin, quand vous êtes dans les 20% de prix intéressants, il vous faut un signal qui permet de limiter le risque et d'être pratique, d'avoir une forte probabilité que les autres aient également vu cette zone et qu'ils soient également en train de la trader comme vous. C'est juste ça. Donc oui, s'il vous plaît, arrêtez de me poser cette question. Ah mais ça, c'était les questions d'hier. Donc voilà. Oui, toujours pareil, baissier sur le BTC, je pose pas de questions. Tant que les signaux sont bears et tant qu'on franchit pas les résistances, je ne vois pas de reprise haussière sur le marché crypto. Voilà. Sauf sur, effectivement, peut-être sur la partie IOTA Ethereum qui me semble plus forte. Mais encore une fois, si BTC se casse la gueule, je ne sais pas vraiment comment ils vont réagir. Donc par définition, je ne sais pas, donc je n'achète pas, point barre. Je préfère rater les mouvements haussiers. Encore une fois, je m'en fous, moi, de rater les mouvements haussiers des cryptos. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est si j'appuie sur le bouton achat, je vais le faire à un bon prix avec un risque limité. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite donc une agréable journée et un bon week-end. Donc, pas d'émission pour moi encore ce week-end. On se retrouve lundi, sauf s'il y a des trucs intéressants pendant le week-end, mais je ne veux pas m'engager. Donc, on se retrouve probablement lundi.